C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud d'Allonnes du JDD. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Roselyne. Alors, le Parlement examine depuis hier au Parlement la loi sur la bioéthique qui inclut la PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes homosexuelles. Un sujet auquel l'opinion n'est pas défavorable, excepté si l'argument s'enchaîne à la GPA, la gestation pour autrui interdite en France. Mais une circulaire du gouvernement serait en projet et permettrait la reconnaissance de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger, ce qui a jeté bien évidemment l'émoi dans l'opposition. Et la droite se saisit du sujet, même si le gouvernement rappelle que la majorité des députés marcheurs sont opposés à la GPA. Cependant, le dossier est sur la table, mais il est totalement inflammable. Est-ce que ce n'est pas quand même une erreur de calendrier de à la fois poser effectivement ce débat et avoir en projet cette circulaire? Pour certains, c'est la PMA, c'est le cheval de Troie de la GPA. Je ne crois pas, parce que d'abord, c'était un calcul tactique, bien évidemment. Est-ce qu'il était bon ou mauvais? C'est une promesse du président. Souvenez-vous, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui l'annonce lors de sa dernière déclaration de politique générale au mois de juin dernier, après les élections européennes. Et moi, j'étais à l'Assemblée à ce moment-là et j'ai regardé le groupe En Marche. Et c'était très flagrant parce que la moitié des députés En Marche s'est levée et applaudissait le Premier ministre, et l'autre moitié restait assise. Et ce qui montre bien que même au sein de la majorité, il y a une vraie fracture, parce que le groupe En Marche ne sont pas forcément des gauchistes, et il y a une fraction aussi plutôt conservatrice et qui est opposée à ce texte. Et je crois que ça montre bien la ligne de fracture finalement de la société française. Là, vous parlez de la PMA, on est bien d'accord. PMA, mais il y a aussi ma question portait surtout sur cette circulaire. Alors, la circulaire GPA, c'est évidemment le point sur lequel va s'articuler la contre-attaque de la droite conservatrice et de la Manif pour tous, qui cherche à réexister après l'épisode de la loi Taubira du mariage pour tous. On voit déjà que c'est le cas. Ils sont en train de faire monter le sujet. Je crois que c'est quand même là, effectivement, autant la PMA était un bon coup sur le plan tactique pour apaiser un peu l'aile gauche de la majorité qui demandait des gages, autant là, c'est vrai que c'est un petit peu la goutte d'eau, ou disons l'étincelle qui pourrait faire exploser le dossier, même si je pense qu'on est très loin de niveau de mobilisation et de contre-offensive qu'on avait connu à l'époque de la loi Taubira pour toute une série de raisons. Mais il faut revenir sur votre question, Roselyne, parce que c'est vrai que je pense que là, il y a une faute du gouvernement. En tous les cas, à l'approche du début de l'examen à l'Assemblée de ce projet de loi bioéthique et bien sûr la PMA, puisque c'est surtout là-dessus que l'opinion va être... La bioéthique, c'est plein de sujets. Mais c'est très important. Il y a beaucoup de choses dans cette loi bioéthique, mais c'est vrai que c'est la PMA sur quoi les médias vont beaucoup focaliser et les parlementaires beaucoup discuter. La GPA et ses projets de circulaire arrivant là, on a vu hier comment la garde des Sceaux a ramé pour essayer de déminer. Donne l'argument, et ça donne évidemment un argument, y compris à ceux qui ne sont pas les plus hystériques, qui ne sont pas les plus mobilisés et qui sont même pas forcément opposés à la PMA, parce que c'est une vraie ligne de fracture. La GPA, la PMA, la marchandisation du ventre des femmes, avec ce que représente la GPA. Là, il y a quelque chose d'extrêmement sensible, et on sait que Édouard Philippe et le gouvernement font tout pour justement déminer, pour amener, et ce qu'ils ont réussi jusqu'à présent à apaiser le débat. Or, on sait que dans la majorité, il y a une aile extrême qui voudrait mettre la GPA. D'ailleurs, il y a très minoritaire. Il y a 2-3 députés qui voudraient mettre ce débat sur la table, qui forcément est sous-jacent, puisqu'on voit bien que lorsqu'il y a eu le Pacs, on se souvient d'Anne Guigou qui disait jamais le mariage pour tous. Lorsqu'il y a eu le mariage pour tous, on disait bien sûr il n'y aura pas la PMA. Et là, bien sûr, il y a la PMA, et on dira jamais la GPA, qui dit que dans 10 ans, il n'y aura pas la GPA en France. N'ouvrons pas ce débat. Pour l'instant, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour, mais c'est quand même une faute tactique, alors que jusqu'à présent le gouvernement avait plutôt fait preuve d'adresse sur ce dossier, et marchant sur les œufs. C'est une maladresse, et on a bien vu hier la ministre Belloubet ramer pour essayer de rattraper le coup. Ok, pour cette analyse tactique. Après, il faut aussi examiner le point de vue humain, parce que ça ne concerne pas des millions de personnes, mais ça concerne quand même quelques
centaines ou milliers de personnes, et aujourd'hui de gens qui sont des identités fantômes. Voilà, et des identités fantômes qui se trouvent confrontés à des casse-têtes familiaux, humains, juridiques, et qui vivent un véritable enfer. Donc, oui, mais est-ce qu'on peut légaliser quelque chose qui est interdit en France? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Vous citiez le mariage pour tous, et à l'époque où on disait jamais de PMA, je rappelle qu'à l'époque, il y a eu une circulaire de Madame Taubira qui avait légalisé exactement les enfants nés de la PMA, cette fois, à l'étranger, pour les remettre dans le C'est vraiment le parallélisme des formes. Au début du mariage pour tous, on a déjà la question des enfants nés de PMA faites à l'étranger, et on a vu la question qui s'était posée de la filiation pour ces enfants. Et là, on a exactement la même question qui se pose pour les personnes qui ont recours à la GPA à l'étranger. Évidemment, ces enfants n'ont pas de parents en France, c'est évidemment une vraie difficulté, alors qu'ils ont des parents à l'étranger, en l'occurrence leurs parents qui vivent en France. Donc c'est très compliqué, mais c'est une question. De toute façon, la question de la filiation sera même au cœur du débat de la PMA. Le fameux deux mères, alors qu'une partie de la droite qui, par exemple, est favorable à la PMA, dit il faut une mère, oui, mais la deuxième mère est de la mère adoptante. Donc il y a vraiment une question sur la filiation qu'il se pose. Et sur la PMA, quand même, là, c'est quand même, on voit dans les sondages d'opinion que les Français ils sont plutôt favorables, en majorité. Comme ils étaient favorables au mariage pour tous. La droite... Pas à une écrasante majorité, tout de même. Non, là aussi. Peut-être du 55, c'est à peu près le même ordre d'idée. Mais là, la droite, sur la PMA, elle est quoi? Elle est un peu prise au piège? La droite, elle est un petit peu... Alors, elle est quand même majoritairement, si on regarde le groupe LR à l'Assemblée nationale, majoritairement opposé. Il y a quand même une fraction de jeunes députés, ou d'un peu moins jeunes, qui considèrent que un des problèmes de la droite, c'est justement le fait qu'elle est totalement ringardisée sur des sujets de société. Ça va aussi de la famille, l'homosexualité à la PMA, mais aussi sur l'écologie, tout autre type de sujets, et qui est plutôt en faveur d'une avancée sur ce sujet. Et puis il y a quand même la droite traditionnelle qui est notamment engagée dans le processus pour la conquête de la présidence de LR. Et entre Guillaume Larrivé et Julien Aubert, qui vont, eux, semble-t-il, participer aux manifestations de la Manif pour tous, et Christian Jacob, qui, à mon avis, va pas non plus, si vous voulez, donner un satisfecit au gouvernement. C'est normal à l'approche d'une élection dans l'opposition. Je pense qu'ils vont être un petit peu coincés majoritairement. J'analyserai les choses un peu différemment. Je pense que la droite est divisée aujourd'hui en trois parts, presque égales, pas tout à fait. Il y a à peu près un petit tiers qui semble se dégager pour être favorable à la PMA, ce qui est beaucoup plus. Il faut savoir que là, sur le mariage pour tous, il n'y avait que 2 députés qui avaient voté pour. Donc Franck Riester, et Benoît apparu lorsqu'il y a eu seulement 4 abstentions. Et là, on sera vraiment dans des proportions très différentes. Il y a un tiers qui est totalement opposé, qui est plutôt proche de la manif pour tous, et puis il y a un tiers qui est entre deux, qui veut pas en faire une affaire politique majeure, qui pense que ça relève de la conscience de chaque député, et qui veut pas en faire un sujet. Et là-dedans, on retrouve Christian Jacob. Donc on est dans une situation politique qui est très différente, radicalement différente de ce qu'était le débat au moment du mariage pour tous, parce que la droite veut sortir de ce corner. Et même, je pense que quand on entend l'orateur du groupe, Jean-Pierre Dor, qui sera qui était en pointe sur ce dossier, il est dans un travail plutôt sur la question de la filiation, et un travail plutôt constructif. Même Richard Ferrand lui a rendu hommage, par exemple, que c'était le cas sur le mariage pour tous, où on avait des Philippe Gosselin, des Frédéric Poisson, qui étaient vent debout et qui étaient dans des positionnements extrêmement radicaux. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce que j'avais observé lors du discours du Premier ministre, cette division se retrouve également au sein de la majorité, qui est, pour l'essentiel, qui va suivre le gouvernement, mais dont une partie va s'abstenir, puisqu'il y a une liberté de vote sur ce texte. Il y a un seul groupe. Même au sein de toute façon, il y a un seul groupe qui n'est pas divisé sur cette question, où tous les députés sont favorables à la PMA, ce sont les Insoumis. Les Insoumis, oui. Voilà, c'est le seul groupe où il y a unanimité. Ouais. On va dire un mot aussi d'un sujet moins inflammable, mais en tout cas inflammable dans les bureaux politiques, on va dire, c'est les municipales. Et on a vu ce week-end, lors des universités d'été, de la République en marche. Campus des territoires. Ça s'appelle plus les universités d'été, les campus. C'est la novlangue macronienne. Voilà, exactement. Et Bayrou qui a fait un peu la leçon aux marcheurs en leur disant, mais c'est un homme, une femme qui est important dans les municipales, c'est pas l'étiquette. Oui. Histoire de dire que les combinations
du vieux monde, Bayrou est en train de les réactiver à ce parti qui veut s'émanciper. Bayrou en pourfendeur du vieux monde, c'est assez amusant. C'est vrai que le leader centriste faisait planer depuis quelques semaines un vrai faux suspense. Allait-il venir à cette fameuse université de rentrée de En Marche? Il n'était pas content pour toute une série de raisons locales, d'investiture de marcheurs au municipal. C'est notamment le cas à Bordeaux, où il soutient Nicolas Florent, le successeur de Juppé, alors que la République En Marche a investi un très proche de Macron. On savait très bien qu'en fait, il allait venir et qu'il allait mettre un petit peu d'eau dans son vin. Donc, c'était plutôt en mode soft, je dirais. Mais ça montre quand même qu'il y a une volonté qui réside chez les centristes, mais aussi dans d'autres composantes de la majorité. Je pense notamment à l'entourage d'Édouard Philippe, puisque lui aussi est un proche du maire de Bordeaux. Et lui aussi n'est pas content de cette investiture de Cazenave, ami de Macron. Qui montre que la volonté d'hégémonie de la République En Marche pose parfois des problèmes. Et ça renvoie finalement à l'histoire de ce parti qui est tout jeune, qui n'a aucune implantation locale et qui joue quand même assez gros sur ce terrain. Qui est un dilemme, Bruno. Le dilemme, c'est soit il se professionnalise et il passe pour un parti tradit avec ce que je disais, les combinations, on fait des alliances, etc. Ou alors on garde sa spécificité, le débat, le renouvellement, l'aventure individuelle, c'est ce qui s'est passé à Paris, etc. Il y a un dilemme quand même là pour ce parti. Il est pris dans sa contradiction, il veut s'enraciner, ce qui est logique, et donc avoir un maximum de candidats, quitte à froisser ses alliés du Modem et les divers droites. Avant l'été, ils ont investi un nombre d'élus très important, en se plantant dans beaucoup de villes, puisqu'ils ont investi des candidats contre des maires macronistes, à Vannes, à Quimper, à Bordeaux, à Reims, enfin dans plein d'endroits. Des maires de droite modérée qui avaient suivi Emmanuel Macron. Et à mon avis, c'était une gaffe, et ça se terminera avec des scores minables pour la République En Marche, probablement. Parce que la vérité, c'est que je ne vois pas un vent de dégagisme sur ces municipales. Beaucoup des maires ont été élus la première fois. Donc Bayrou a raison ? Oui, Bayrou a raison. L'étiquette ne compte pas. Les gens voteront pour un maire en place. Et si c'est un maire qui n'a fait qu'un mandat, ce qui est le cas dans beaucoup de villes, ce qui est le cas dans beaucoup de villes, c'est ce qu'on leur reproche. Ce qui est le cas dans beaucoup de villes, puisqu'il y a eu un vrai dégagisme en 2014. Le dégagisme avait commencé en 2014 au municipal. Beaucoup des maires sortants, à moins qu'ils aient des mauvais bilans, devraient pouvoir repasser, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, de tout ce que vous voulez. Donc la République En Marche, on voit bien, est en train de faire marche arrière. Maintenant, on nous explique qu'on veut avoir 10 ou 20 000 élus locaux, ce qui comme ça fait un chiffre ronflant. En fait, c'est pas grand-chose. Il y a 500 000 élus locaux en France. Alors, vous voyez, 10 ou 20 000, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ils sont en train de changer de pied, un peu sous la pression de Bayrou aussi. Et puis surtout, il y a le président de la République qui, pour l'instant, il a vu ce qui se passe à Paris, il va laisser ça un peu loin de lui. Donc ça va être une affaire qui va se jouer au niveau du parti. Donc pour le parti, c'est important. Pour la majorité, on verra. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Merci.